une première séquence ou un premier champ qu'on va essayer d'interroger autour de cette expérience de débat, de démocratie participative à la faveur des États généraux de la bioéthique. Je dis bien que nous allons essayer de rester centrés sur notre problématique qui tourne autour des questions éthiques. Je lis l'intitulé de cette séquence, hein, Loi de bioéthique, quelle démocratie voulons-nous ? Avec un sous-titre que nous avons écrit là, faut-il faire prévaloir la participation directe des citoyens sur le débat parlementaire ? Alors je suis très heureux d'avoir l'occasion autour de cette table ronde de discuter avec Thierry Brugvin, que nous connaissions depuis 20 ans, mais j'avais oublié. Vous êtes sociologue, chercheur associé au laboratoire interdisciplinaire d'études du politique, Hannah Arendt. Vous travaillez à Besançon. 2 parlementaires, Rémi Delatte, pour la Bourgogne. Peu importe vos rattachements, puisque ce n'est pas le sujet de notre discussion, si vous voulez bien. Hein, parce que, alors pour le coup, je crois que le débat que nous avons, là où nous le situons, s'affranchit complètement, et on en discutera éventuellement, mais des rattachements politiques des uns et des autres. Donc Rémi Delatte, que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer, vous suivez quand même pas mal nos échanges, et puis Fanette Charvier, qui est députée de la première circonscription du Doubs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je tiens beaucoup à vous remercier parce que je vais lancer en vous remerciant une petite pique. C'est-à-dire que nous avons invité les 40 ou 45 parlementaires de la région Bourgogne-Franche-Comté. Vous êtes 2, peut-être 3 à avoir répondu favorablement. Oui, 4, alors, sur les 45. Hein. Donc merci beaucoup, excusez-moi. Mais ça interroge, vous comprenez aussi que ça nous interroge. Hein. Vous êtes là, c'est pas à vous que je pose la question, parce que vous êtes là. Mais si nous interrogeons précisément l'impact que peut avoir un travail comme celui qui a été fait et qui est destiné aux parlementaires, nous devons nous interroger, nous allons continuer à nous interroger sur comment pouvons-nous informer vos propres collègues. Et puis je suis très content aussi, et je vous remercie beaucoup de vous être rendu disponible, Françoise Didillon. Françoise Didillon est un des membres du comité citoyen que nous avions créé au titre du comité consultatif national d'éthique, qui avait, je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là au début de l'intervention, qui était un des outils, si on peut dire les choses comme ça, des États généraux de la bioéthique. Il y a eu les débats organisés par les espaces de réflexion éthique, il y a eu beaucoup d'auditions organisées par le comité consultatif national d'éthique, il y a eu un site web, et puis il y a eu ce comité citoyen qui avait une double mission. La première mission, c'était d'observer en quelque sorte ces États généraux, d'avoir un regard critique sur ces États généraux, et c'est probablement là-dessus que vous allez formuler votre propos. Et puis un deuxième rôle, choisir vous aussi, un ou 2 thèmes de réflexion. Donc merci beaucoup de votre participation, et ce que je vous propose, puisque un des enjeux de table ronde, c'est surtout que nous échangions, c'est qu'on ait un temps de parole assez court. Je vous propose 5-10 minutes chacun de prise de parole, comme vous voulez, mais de sorte que chacun puisse poser les questions. Alors, les questions ne se posent que sous forme de... Non, on fait ce qu'on veut. Non, on peut causer, on peut envoyer des SMS, etc. D'accord. Donc, je reviens sur notre sujet, puisque tout de même, c'est bien le législateur qui a souhaité inscrire dans la loi la nécessité des États généraux. La loi de 2011 de bioéthique a d'ailleurs chargé le comité consultatif national d'éthique d'en être un peu l'opérateur, en quelque sorte, de ces débats. C'est donc que ces questions de nature éthique, qui sont étayées ou limitées par la loi, ont un statut plus particulier, parce qu'il faut donc que ces questions éthiques aient quelque chose de particulier, qui les distingue des autres questions dont vous avez l'habitude de traiter au quotidien, si je peux dire les choses comme ça en tant que parlementaire. C'est donc que ces questions ont quelque chose de particulier pour que vous ayez, enfin, quand je dis vous, c'est générique,
en tant que parlementaire, ayez pensé qu'il était nécessaire d'avoir des états généraux de la bioéthique pour fonder, je pense en tout cas, les éléments ou enrichir les débats qui seront les vôtres dans quelques mois autour du projet de loi qui vous sera soumis. Donc, pour moi, une question que j'aurais peut-être à vous poser, mais peut-être que vous y répondrez vous-même dans votre propos liminaire, c'est la suivante, c'est-à-dire dans quelle mesure ce que le Parlement souhaite, la tenue d'états généraux, donc de débats, dans quelle mesure la remontée de ces débats, donc Armand Diran a présenté ce que nous avons fait en Bourgogne-Franche-Comté, j'avais présenté avant ce travail qui était fait au plan national avec un rapport national des débats publics que nous avons remis à l'Office parlementaire pour les choix scientifiques et au gouvernement. Et puis j'aimerais que dans cet échange, si vous voulez bien, et dans vos prises de parole, nous réfléchissions ensemble à qu'est-ce qui fait du parlementaire, dans sa diversité, qu'est-ce qui fait du parlementaire, qu'est-ce qui confère au parlementaire une compétence particulière pour finalement participer de l'élaboration de lois dans le champ de la bioéthique, qui précisément, loi de bioéthique, concerne la question des limites du savoir, des limites du possible ou du souhaitable dans une société autour des conséquences des avancées dans le champ de la santé et de la médecine en particulier. Voilà, et puis si vous voulez bien, que ce soit dans votre propos liminaire ou dans les échanges, ce qui nous intéresse aussi dans cet échange-là, c'est avoir votre avis sur qu'est-ce que représente pour vous, en tant que parlementaire, cette expérience d'exercice citoyen, d'un débat public qu'on vient d'évoquer devant vous. Est-ce que cet exercice de démocratie sanitaire, mais de démocratie citoyenne, finalement, en quoi c'est quelque chose qui est intéressant pour vous? En quoi c'est quelque chose qui pourrait peut-être avoir un impact au-delà même de l'objet de ce qui a fait débat, c'est-à-dire des questions de bioéthique? En quoi, dans une société qui cherche un peu ses repères, quoi qu'on en dise, cette expérience-là peut avoir un intérêt, me semble-t-il. Donc, si vous voulez bien, je vous donne la parole chacun 5-10 minutes, c'est ce qui était convenu, je crois, ou un peu plus ou un peu moins si vous voulez, peu importe. Vous me dites dans quelle ordre vous voulez prendre la parole, ou je vous la donne, la parole, comme vous voulez. Bah, on va commencer par un bout. J'ai vu 20 si vous voulez. Vous avez un micro, je crois. Donc, je vous remercie pour l'invitation à cette discussion autour du débat public. Et effectivement, par rapport à la question qui se pose, quelle démocratie voulons-nous par rapport à la loi bioéthique, et à la question aussi des députés qui relèvent la démocratie représentative, finalement, la question qui se pose, c'est un peu, la discussion a déjà été un peu commencée tout à l'heure, c'est comment articuler, disons, 3 types de démocratie: la démocratie représentative, représentant notamment les députés, la démocratie participative, dont une des formes c'est le débat public, mais il y en a beaucoup d'autres, et puis il y a une autre qu'on n'évoque pas, mais qui peut-être, qu'on peut évoquer aussi, c'est la démocratie directe, par exemple les référendums ou les référendums d'initiative populaire. C'est une autre façon aussi de débattre. Voilà. Alors pour ce qui concerne la démocratie participative, pour chacune de ces 3 formes de démocratie, en fait, à chaque fois, il y a plusieurs critères et des avantages, des inconvénients en fonction de ces critères. En termes voilà. Pour ce qui concerne la démocratie participative, on a un des intérêts, un des avantages en tout cas de cette forme de démocratie, c'est la dimension délibérative, c'est le fait de pouvoir délibérer, de pouvoir discuter. C'est déjà un petit peu le cas aussi dans toutes les formes, aussi dans le cas des parlementaires, puisqu'ils ont des commissions délibératives. Il y a une dimension qui relève du pouvoir communicationnel dont parlait Habermas, c'est-à-dire en fait de communiquer la dimension, que la démocratie se développe parce qu'on communique, parce que l'information circule, donc ça relève un peu de la sensibilisation. Il y a une dimension, disons, consultative. On est consulté, c'est un petit peu ce qu'il en est, mais ça peut, la limite aussi, du coup, c'est de n'être que consulté et pas pouvoir décider. Et la dernière dimension, il y a encore beaucoup d'autres, mais en tout cas les principales, c'est la dimension, c'est le pouvoir contributif de la
à faire évoluer les choses. Même si on n'a pas le pouvoir de décision, au moins on peut aborder des idées nouvelles. C'est ça essentiellement l'intérêt du débat public. Et du coup, en ce qui concerne la démocratie participative, on voit donc une forme de légitimité particulière. C'est la légitimité, on pourrait dire, si on compare aussi ces trois formes de démocratie, on peut représenter un peu une pyramide. Une pyramide avec au sommet la démocratie représentative, à la base la démocratie directe, qui est le référendum, puis au milieu les formes de démocratie participative. Donc là on est au milieu, et donc cette démocratie participative, souvent, les gens qui interviennent dans ces milieux-là ou dans ces cellules-là, souvent ils sont intéressés, des fois ils font même partie de minorités actives, telles des associations, etc. Donc ils ont quand même une expertise. Et donc ça, c'est une forme de légitimité, c'est une certaine expertise. Par rapport à ça, ça peut d'ailleurs être des chercheurs, en médicaux ou autres, donc ils sont hyper experts, mais malgré tout, ils sont rarement complètement indépendants, ou parce qu'ils sont financés par, ou parce qu'ils défendent un angle spécifique des questions, etc. Et donc ça, c'est la légitimité, un des éléments de la légitimité de la démocratie participative. L'autre élément, c'est que du coup, on élargit aussi le nombre des participants, ce qui n'est pas le cas forcément de la démocratie représentative, où il y a quand même des élus, en l'occurrence au niveau national, c'est environ 500 élus, donc c'est pas un très grand nombre. Et à l'inverse, dans la démocratie participative, par rapport à la démocratie directe, il y a moins de monde que quand on fait voter l'ensemble des citoyens. Donc en termes de nombre, ça dépend toujours par rapport à quoi on compare. Voilà. Alors l'inconvénient, en tout cas majeur, je l'ai déjà évoqué un peu, de la démocratie participative telle qu'on la voit là, c'est, on parlait tout à l'heure des lobbies, donc on parle des lobbies souvent pour parler plutôt des lobbies industriels, et puis des organisations de plaidoyer pour parler des associations. Bon, il n'y a pas forcément fondamentalement de différence, si ce n'est, je dirais, leur financement, et après, les orientations. Mais donc après, il y a plusieurs façons, on n'a pas trop le temps, j'ai pas trop le temps d'en discuter maintenant, peut-être dans le débat, comment faire pour les réguler, mais ça c'est à voir tout à l'heure. Alors pour ce qui concerne la démocratie représentative, la légitimité principale de la démocratie représentative, c'est leur nombre. C'est le fait on est élu par le plus grand nombre. Enfin, en théorie, ça a vu de l'intérêt général, mais après ça c'est très subjectif. Il y a le discours, puis après il y a la pratique. En tout cas, ce qui est objectif, c'est qu'on est élu par le plus grand nombre. Ça c'est la vraie légitimité de la démocratie représentative, donc des parlementaires. Et donc on peut difficilement s'en passer, parce que sinon... on ne peut pas tout gérer par la démocratie directe. Vous imaginez bien que si toutes les questions, il fallait à chaque fois faire un référendum, ça deviendrait impossible. Et puis en plus, il y a un problème de compétences, mais déjà un problème de temps concret. Et voilà. L'autre... donc ça, c'est deux éléments. Donc en termes d'expertise, si on compare ça par rapport aux trois niveaux de la démocratie, la démocratie représentative... Les représentants sont souvent moins experts que ceux de la démocratie participative qui appartiennent à une association spécialisée, mais ils le sont quand même souvent plus que la majorité des citoyens dans un référendum. Mais pas toujours, ça dépend des sujets, mais quand même, en général, la sélection fait que les gens sont souvent assez éduqués, ceux qui sont élus, etc. Voilà. Pour terminer par rapport à la démocratie directe, donc dans l'idéal, ça serait la meilleure, puisque là, c'est directement, on demande l'avis directement aux citoyens, et c'est possible. Bon, il y en a peu, des référendums. Il y en a eu 2 ou 1 en 2005. Depuis, comme ça n'a pas plu aux décideurs, ils ont évité de recommencer. Il n'y en a pas beaucoup. Depuis 13 ans, vous voyez, ça fait quand même assez limité. En Suisse, il y en a pratiquement 1 tous les 2 à 3 mois, ou même plus, plutôt plusieurs questions tous les 3 ou 4 mois. Alors, le problème, c'est l'équilibre. Si on en fait si on n'en fait jamais, c'est un problème de démocratie. Si on en fait tout le temps, c'est aussi un problème, parce qu'au bout d'un moment, les citoyens peuvent plus former. Vous voyez, sur des sujets comme ça, c'est compliqué. Donc il faut trouver l'équilibre. L'équilibre n'est pas toujours facile à trouver. Puis il y a la formulation aussi. Comment on formule la question, on a aussi une réponse différente. Donc on peut aussi manipuler les choses. Enfin, les citoyens ne se font pas toujours avoir, donc si la formulation ne leur plaise pas, à la limite, ils vont répondre non, juste pour empêcher. Voilà. Et pour terminer par rapport à ça, donc voilà, donc l'intérêt numéro 1 de la démocratie directe, c'est le fait qu'elle est directe, il y a le plus grand nombre. L'inconvénient, c'est le problème d'expertise, là c'est ça le problème. Et bon, essentiellement c'est ça. Voilà. Donc la question finalement, la démocratie à l'avenir, je pense que c'est une articulation entre ces 3 niveaux de la pyramide, le sommet, la base et le milieu. Et c'est ça une des solutions, il n'y a pas de solution parfaite, c'est plutôt une articulation, un compromis entre ces 3 formes de démocratie. Voilà, merci.
Merci, M. Brugman, pour ce propos très didactique. Oui, juste en vous entendant, je me disais comment on pourrait faire un référendum sur des questions comme celles qu'on traite dans comment répondre oui ou non à ceux qui n'appellent précisément pas cette réponse, quoi, hein. Donc on peut déjà éliminer l'intérêt que pourrait avoir, parce que ça a été évoqué, hein, ça a été évoqué par certains d'imaginer qu'on fasse une approche de type référendaire sur des questions comme celle-ci, quoi, hein. Mais je vois vraiment pas, on peut en discuter, mais je vois vraiment pas comment formuler une question précisément quand on veut ouvrir plutôt que fermer. Et une réponse binaire qu'appelle souvent un référendum est un peu contraire de ce qu'on souhaite aborder. Je vous laisse la parole, Madame Charlier. Merci, Monsieur Dr Aubry, pour votre invitation. Alors, je ne vais pas revenir sur les différentes formes de démocratie parce que mon vis-à-vis s'en est déjà bien occupé. Donc, on a effectivement normalement 3 types de démocratie qui sont couramment invoqués. La démocratie représentative, donc avec des élus, qui donc basée sur un vote ouvert à tous. La démocratie directe, qui pour le coup est une démocratie qui permet à tous de prendre une décision, c'est-à-dire que là c'est un vote délibératif sur une question donnée. Le référendum, alors c'est plutôt une pratique semi-directe, on y reviendra peut-être après. En France, c'est plutôt une pratique semi-directe. Mais en tout cas, effectivement, la démocratie directe, comme la pratique du référendum, permet une expression plus large, mais représente à mon sens un risque qui est celui de comment sont organisés les débats. Et on voit que, notamment en matière de bioéthique, le débat est essentiel. Donc, il y a ces deux démocraties-là, et puis une démocratie qui est peut-être qu'on a coutume de présenter comme étant entre les deux, qui est la démocratie participative, qui a explosé ces dernières années, notamment grâce au développement d'Internet. Alors, il n'y a pas que l'expression sur les réseaux sociaux et les consultations citoyennes Internet. Il y a d'autres types de consultations, notamment présentielles, qui peuvent être organisées. Et la démocratie participative, pour moi, c'est plus l'utilisation d'outils qui permettent justement d'organiser des débats, d'organiser une participation sur un sujet donné, mais qui ne regroupe pas tout le monde. Voilà. Et on le voit avec la bioéthique. Alors je trouve que le compromis qui est trouvé en bioéthique avec le comité citoyen, les débats qui sont organisés, je trouve moi que c'est un excellent compromis, dans le sens où il permet le débat et il permet les échanges. Et c'est à mon sens la volonté du législateur, parce que le législateur a exclu du champ référendaire les questions de bioéthique. Pour éviter, je pense, justement que on assiste à des débats trop passionnés. Alors, on y assiste quand même, on l'a vu sur les précédents débats, notamment autour du mariage pour tous, par exemple, qui est une question sociétale, qui n'est pas une question bioéthique, mais qui est une question sociétale. On a vu comment les débats pouvaient se cristalliser autour de positions très radicales, et comment, y compris dans les médias les plus répandus, on peinait finalement à sortir de ces positions radicales. Et on peinait finalement à argumenter des débats de façon, j'ai envie de dire, plus pragmatique qu'idéologique. Donc je trouve que en bioéthique, l'exclusion finalement référendaire peut se justifier. Et en plus, ça a été dit tout à l'heure, il n'y a pas eu, en tout cas en région, un véritable consensus fait sur certaines questions. Et à mon sens, organiser un référendum sur des questions qui ne font pas, sur lesquelles on peine à trouver des consensus, parce qu'il y a des arbitrages à faire à un moment donné,
c'est faire porter une responsabilité, une forte responsabilité sur le citoyen. Voilà. Et donc je pense qu'à un moment donné, le politique doit aussi prendre la responsabilité de trancher un débat, de trancher les questions sur lesquelles le débat citoyen n'arrive pas finalement à faire émerger un consensus. Alors ça peut être, quand je dis trancher une question, ça peut être faire évoluer une législation ou ne pas la faire évoluer. Ça a été dit aussi, finalement, se questionner sur la nécessité de faire évoluer ou non, c'est important. Moi, je pense, parce que j'ai lu un rapport très intéressant de sénateurs qui est apparu en 2017 de messieurs Cabanel et, j'oublie toujours le deuxième, Bonnecarrère, sur justement la démocratie en 2017, qui avançait l'idée plutôt d'une démocratie coopérative. Dans le sens où on voit bien que la démocratie représentative, quelque part, est ressentie par le citoyen un petit peu comme une confiscation par des débats d'experts, finalement une confiscation par des experts du débat, en avançant l'argument que certains sujets sont trop techniques et trop complexes pour pouvoir faire participer tout un chacun. Bon. Je pense qu'il peut être utile de réconcilier, en tout cas de ne plus opposer autant l'expert et le profane, justement dans une forme de démocratie coopérative, et c'est ce que permet la démocratie représentative, donc l'utilisation d'outils qui permettent une expression pas complètement experte, mais pas complètement profane non plus. Et sur le comité citoyen, vous l'avez dit, les participants ont été formés, parce que ça nécessite quand même un éclairage particulier. Et j'ai envie de dire qu'en bioéthique, ces comités citoyens nous apportent finalement une expertise citoyenne. Voilà, donc une expertise parmi d'autres, mais très intéressante. On a des expertises scientifiques, techniques, etc. Et ces comités citoyens et les différents rapports du CCNE des comités citoyens permettent d'avoir vraiment un éclairage citoyen qui permet aussi de savoir, parce que, et notamment sur la fin de vie, peut-être que les avis d'experts scientifiques, techniques, en sciences humaines, etc., pourraient converger vers une évolution de la législation. Pour autant, si les citoyens dans leur ensemble et la société n'est pas prête à faire évoluer, alors à ce moment-là, il faut trouver un point d'équilibre entre les deux, parce que ce que permet la technique n'est pas forcément le souhait. Et faire évoluer une législation alors que la société n'est pas prête finalement à évoluer, c'est prendre le risque d'avoir derrière, je ne veux pas dire des réclamations, mais c'est prendre le risque d'avoir de très fortes contestations finalement de la loi, de la prise de décision, etc. Donc, le politique, à mon sens, est là pour trouver un point d'équilibre entre différents avis, dont l'avis citoyen, et on ne peut pas se passer effectivement de l'éclairage citoyen. Donc je pense que c'est pour ça que le législateur, donc, ayant exclu la bioéthique du champ référendaire, a voulu ouvrir cette forme de démocratie participative de manière à pouvoir avoir un débat sur des questions extrêmement sensibles, mais un débat éclairé qui évite, qui permet de dépassionner un sujet. Voilà, merci. Merci beaucoup, Madame Charvier. Monsieur Delatte, en tant que député, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette question de la participation citoyenne et des modes de participation? Parce que, encore une fois, il y a des modalités de débat, d'ailleurs qu'il faut, à mon avis, plutôt croiser que vouloir séparer, pour arriver à avoir
une approche de ce que pense le grand public. Il faudra encore qu'on arrive un jour à définir ce qu'on appelle le public, d'ailleurs. Je disais tout à l'heure combien, même si nous faisons, en tant qu'espace de réflexion éthique, dans le cadre de nos missions, des efforts pour toucher le public, nous touchons un public, mais pas le public. Et pour nous, c'est une vraie question. Je pense que c'est une question aussi que vous avez, vous, M. Delatte. Déjà, bonjour à tous, à toutes, et merci, professeur Aubry, de votre invitation. Un moment tout à fait intéressant. Aux armes citoyens, je me suis dit, moi qui ne suis pas très belliqueux, je ne vais pas forcément être très à l'aise, mais en tout cas, j'accepte avec beaucoup de plaisir et d'intérêt votre invitation. Parler effectivement de la démocratie, des formes de démocratie, pour rappeler ce qui vient d'être dit, c'est que nous sommes effectivement dans un système de démocratie représentative. C'est notre histoire, c'est notre culture, et la France est une des plus anciennes démocraties. Et j'allais dire, elle a une démocratie qui a su évoluer, je vais y revenir, mais c'est quand même un fondamental qu'il est important de rappeler. La loi, elle se prépare, elle s'écrit au Parlement. Et c'est une spécificité de notre démocratie. Pour autant, la loi, elle s'écrit dans le respect de la vie des concitoyens. D'abord parce que quand les électeurs désignent leurs représentants, territoriaux ou parlementaires, nationaux, eh bien, ils ont fait un choix. Choix de personnes, mais choix aussi d'idées, de convictions, de projets. Et donc, c'est déjà le premier élément j'allais dire, où on associe la population, on associe nos concitoyens. Et puis, il y a aujourd'hui de plus en plus d'espaces de concertation à tous les niveaux. Là aussi, ce qui est prévu par la loi, les enquêtes publiques dans des domaines plus administratifs, mais aussi, bien sûr, on l'a évoqué, le référendum d'initiative populaire. J'y reviendrai tout à l'heure, c'est probablement pas le plus adapté, je rejoins les deux intervenants précédents. Et puis, il y a cette plateforme de consultation qui a été mise en place par le Parlement, l'Assemblée nationale en particulier, qui permet à chaque concitoyen d'anticiper l'élaboration de la loi, de pouvoir participer au projet de la loi, de pouvoir discuter et de pouvoir évaluer derrière. C'est important. On associe là, de façon très directe, le concitoyen. Et puis, il y a le travail que nous faisons, et je salue mes collègues parlementaires qui sont devant, et nous faisons, nous aussi, dans notre travail au quotidien, cette concertation permanente. Moi, j'ai institué, depuis que je suis parlementaire, ce que j'appelle les deux vous à moi. C'est-à-dire quand il y a des sujets sur lesquels j'ai besoin d'être renseigné, parce que vous avez eu raison de rappeler, Régis Aubry, tout à l'heure, qu'on n'est pas expert dans tout, et qu'on a besoin d'être renseigné, d'être davantage renseigné, enfin informé, et donc on va vers les sachants. Et donc on a aussi, nous, ce travail donc, de concertation à notre niveau. J'ai envie de dire, la démocratie représentative, elle se complète donc de la démocratie participative, et comme vous le disiez tout à l'heure, finalement, 1 plus 1, ça fait plus de 2. Et je suis complètement d'accord avec vous. Et au fond, on est en train, quand on accède à cette idée, on est en train de co-construire la loi, aussi bien nous, les parlementaires, c'est nous qui la votons, c'est nous, effectivement, qui l'écrivons, qui la votons, mais on associe bien sûr l'ensemble de la population, l'ensemble de nos concitoyens. Alors, dans le domaine de la bioéthique, j'ai envie de dire que ce principe même, j'allais dire, de concertation, il est encore beaucoup plus prégnant. Effectivement, le législateur l'avait souhaité, tout simplement parce que quand on touche à l'humain, quand on touche, j'ose le mot, au sacré, parce que je sais que ça peut représenter quelque chose, quand on touche au patrimoine génétique, quand on touche à l'intime, je crois qu'effectivement, il faut que l'on soit très prudent. Et vous savez, j'ai eu la chance de pouvoir déjà voter plusieurs lois qui touchent justement à ces éléments importants que constitue tout ce qui touche à la bioéthique, tout ce qui touche au sujet de société. Et je dois vous dire que c'est les votes les plus compliqués à émettre. Parce que quand on est tout seul devant son clavier, pour, contre, abstention, c'est pas un individu qui vote, c'est le représentant, bien sûr, d'une partie de la nation.
mais c'est aussi quelqu'un qui, en son âme et conscience, a émis un vote, et ce vote, il est public. Et demain, on sait qu'un tel a voté pour ou contre, voilà. Et on doit naturellement, au regard des électeurs, nos concitoyens que l'on rencontre, être capable de pouvoir motiver le choix qu'on a fait. Et dans le domaine de la bioéthique, particulièrement, c'est des sujets, c'est là où les votes sont le plus compliqués. Et on a vraiment besoin d'être en adéquation complète entre ce qu'attendent, ce que souhaitent nos concitoyens et bien sûr l'arbitrage parlementaire que nous rendons. J'ai envie de dire du dialogue grâce auquel les arguments éthiques sont présentés avec sérénité. C'est de là que l'on peut effectivement voir quelle est la voie la meilleure finalement, la plus noble et la plus sûre pour notre humanité. Et je crois que c'est quelque chose de tout à fait essentiel. La bioéthique, bien sûr, c'est un sujet dans lequel les innovations technologiques, d'abord parce que tout ça va très vite, on sait aussi qu'on va de plus en plus loin et qu'on repousse parfois même les limites du possible pour l'homme, et ce qui donne toute la dimension importante encore que l'on doit intégrer quand on fait des choix en la matière. Une chose est sûre, c'est que la loi, elle peut pas avoir des avis sur tout, elle peut pas, j'allais dire, se positionner sur toutes ces évolutions, justement. Par contre, elle doit impérativement dire là où on ne doit pas aller. Je crois qu'il y a des limites que doivent être portées par la loi, et c'est en tout cas quelque chose qui est tout à fait important, parce qu'on a besoin de protéger le citoyen, et on a besoin de dire ce qui est acceptable, tout simplement, pour notre humanité. Vous savez, il y a quelque chose qui doit nous alerter par rapport à ça, c'est qu'il faut quand même se rappeler qu'on a attendu 1947, le lendemain de la guerre, la moitié du XXe siècle, pour finalement prendre des lois en Allemagne, c'était le Code de Nuremberg, sur le consentement volontaire du sujet humain qui est absolument essentiel. On a attendu la moitié du XXe siècle pour écrire cette première loi. Ça doit nous interroger. On sait qu'on était au lendemain, effectivement, des horreurs nazies. Tout ça pour dire que la loi, elle a effectivement à un moment, elle doit s'imposer comme étant bien précisé ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Alors je pourrais reprendre aussi toutes les lois, en particulier au Royaume-Uni, sur la PMA, parler aussi de l'intention européenne dans les années 90 d'avoir un texte qui puisse être partagé par l'ensemble des partenaires européens. Et en fait, on s'aperçoit qu'on vient tous de cultures, d'origines, d'histoires différentes, qui fait que chaque pays avance un peu à son rythme, avance en fonction de sa propre culture. Mais je crois que l'intention est tout à fait intéressante et elle méritera, dans les générations suivantes, probablement à un moment de s'imposer. Donc voilà, la France, elle s'inscrit en fait dans le principe de la loi qui encadre le développement de la science, le développement des avancées technologiques, mais elle instaure un débat public préalable. D'ailleurs, sous l'autorité, j'ai envie de dire, de comités spécifiques et scientifiques et technologiques. Je pense au comité consultatif national d'éthique que vous présidez sur le plan régional, cher Régis Soubry, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui est une instance aussi éminemment importante au sein du Parlement, l'Agence de biomédecine, qui a été créée par une loi récente, et le Conseil d'État, qui lui aussi est amené à rendre des avis, notamment actuellement sur les enjeux de l'éthique et du juridique à la demande du gouvernement. Et puis, bien sûr, il y a toutes ces consultations citoyennes que la loi de 2011 a prévues, notamment sur les projets d'éthique, tous les projets, toutes les questions de société, ce qui est, encore une fois, éminemment important. J'ai envie de dire, est-ce que la participation citoyenne doit prévaloir sur le débat parlementaire ? Très clairement, je crois que la loi, elle est là pour justement encadrer les avancées technologiques
qui garantit finalement le respect des valeurs républicaines sur des thèmes qui touchent à l'essentiel. Il y a un cadre et elle est fixée par, effectivement, j'allais dire, des personnes qui sont engagées devant leurs concitoyens dans le cadre d'un processus très rigoureux de l'élaboration de la loi. Mais en même temps, je trouve qu'on est aussi... on est aussi, j'allais dire, dans une relation tout à fait singulière de l'élu par rapport à ses électeurs. Il y a ce niveau de confiance qui doit s'établir entre le concitoyen et ses représentants. Et dès lors qu'on désigne quelqu'un pour le représenter, à quelque échelon que ce soit, il y a cette notion de confiance qui doit prévaloir et qui donne la possibilité effectivement à l'élu de pouvoir trancher, décider, bien sûr dans l'intérêt général, au-dessus des intérêts particuliers, bien sûr, et en dehors de toute pression des lobbies. Finalement, le référendum, comme ça a été évoqué précédemment, il n'est effectivement pas du tout adapté. Comment pourrait-on répondre à des questions aussi complexes par un oui ou non, alors que justement la dimension, elle ne se pose pas en une seule question, en une seule phrase. Et par ailleurs, je pense que là encore, il faut que l'élu il prenne ses responsabilités. Il est en conscience devant son clavier, comme je le disais tout à l'heure, mais il est aussi en responsabilité qui lui ont été confiées par ses concitoyens. Donc, pour résumer, j'ai envie de dire, l'élu, il doit être responsable, il doit prendre ses responsabilités, il doit bien sûr en rendre compte à ses concitoyens. Le concitoyen, il est écouté, il est associé dans la co-construction des grands sujets. Et je crois que c'est l'évolution d'une démocratie moderne qui est tout à fait conforme en même temps à l'histoire de notre pays. Merci, M. Delatte. Donc, on termine ce tour de table avant d'échanger. Je vois qu'il y a déjà des questions qui se posent par Françoise Didillon. Je remercie encore d'avoir fait le déplacement et qui représente le comité citoyen que nous avions créé au titre du CCNE. Que pensez-vous de la question que nous posons autour de l'exercice démocratique que représente ce à quoi vous avez participé? Bonjour à tous et toutes, merci de m'avoir invité. Donc effectivement, quand on a été contacté par téléphone pour faire partie de ce comité citoyen, la majorité d'entre nous ne savait pas qu'il allait y avoir une loi bioéthique qui allait être revotée. Déjà, le mot bioéthique, pour la plupart d'entre nous, ça ne parlait pas. Il y en a plein qui nous ont dit bio, qu'est-ce que c'est en fait, qui ne voyaient vraiment pas ce que voulait dire ce que voulait dire ce terme, en fait. Et moi, quand on m'a appelée, j'ai tout de suite pensé à démocratie. Vraiment, c'est ce qui m'a le plus interpellée. Démocratie participative. Enfin, les citoyens vont être partie prenante, peut-être d'une révision de loi, on ne sait pas, mais au moins d'une aide à ce niveau-là. Et j'ai tout de suite dit oui, sachant qu'il fallait qu'on s'engage pour ces week-ends à être présent 4 week-ends. On ne pouvait pas dire non, je ne suis pas là ce week-end-là, c'était impossible. Donc, une fois qu'on était engagé, c'était vraiment pour les 4 week-ends en entier. Qu'est-ce qui m'a aussi percuté, c'est que j'étais sensibilisée par pas mal de thèmes, personnellement, bien évidemment. J'étais très curieuse aussi de voir tous les thèmes abordés, et puis d'avoir plus de connaissances dans ce genre de thèmes. Juste une petite question, on n'a pas été formé, enfin pas une question, on n'a pas été formé, on a été informé. Parce que c'est évident qu'on n'est pas du tout dans le milieu de la recherche, et voilà. Et se former à tout ça, c'était quasiment impossible. Donc on a eu des intervenants qui nous ont informés de pas mal de choses, mais après il n'y a vraiment pas eu de formation du tout. Par rapport à ce comité, on a eu une entière liberté
de s'exprimer, chacun. Il y a eu un profond respect aussi, et qui était vraiment super important, c'est-à-dire que chacun s'écoutait, personne ne critiquait les uns les autres, donc il y avait vraiment une très belle ouverture d'esprit. Aucune influence aussi de la part des intervenants, qui sont restés d'ailleurs très très neutres, et ça on l'a vraiment soulevé, parce que quand on a su qu'il allait y avoir toutes ces pointures qui allaient nous expliquer tout ça, on s'est dit mais nous on va être largués, et finalement ils se sont tous mis à notre niveau, et ça a été vraiment enrichissant, ouais. Et ça on les remercie pour ça. Moi j'avais pensé aussi, quand on a eu l'appel téléphonique, j'habite Annecy, donc je suis proche de la Suisse, et souvent j'envie les Suisses de pouvoir faire leur votation, comme ils disent. Et en fait, je me suis dit, bah, ça y est, on va pouvoir peut-être aussi donner notre avis. Mais effectivement, en matière de bioéthique, il est impossible de dire oui, non. Quand je vois le nombre d'heures qu'on y a passé, des idées, on en avait tous. Et puis en écoutant les intervenants, des fois nos idées changeaient. Ça, c'est vrai. Donc c'était, pour moi, effectivement, c'est pas possible dans ce genre de choses de faire un vote en fait, parce que c'est beaucoup trop vaste, effectivement. Voilà, qu'est-ce que... Écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, j'ai pu modestement un peu accompagner ce travail, parce que la modalité qu'on a choisie était un peu originale, hein, d'avoir un comité citoyen. Mais je suis admiratif du temps que vous avez pu, de deux choses, du temps que vous avez pu donner, 4 week-ends à s'enfermer, à parler que de choses pas marrantes. Et des week-ends, oui, effectivement. On commençait à 9h le matin, ça débordait tout le temps. On mangeait, il était des fois à 13h15, 13h30, on se prenait une demi-heure, on continuait, souvent ça devait se terminer à 5h30, à 7h on y était encore, et ça c'était samedi et dimanche. Et dimanche soir on repartait tous vers 16h pour pouvoir prendre le train et rentrer chez nous. Mais c'est vrai que, et à table, on continuait de parler de ça, quoi. C'était vraiment, ouais. Et effectivement, moi j'ai vu comment ce collectif fait de personnes qui ne se connaissaient pas, avec des positions initiales assurées ou pas assurées, mais différentes, s'écoutaient. Je ne sais pas si vous vivez ça dans vos départements, débats parlementaires, là, si on s'écoute. Et c'est vrai que l'avantage avec un comité citoyen, c'est qu'on n'a aucun enjeu. Enfin, je ne sais pas si je vais dire des bêtises, mais on n'a pas d'enjeu politique, on n'a rien. Donc en fait, on est d'une neutralité totale. Et le panel d'âge était entre 18 et 64 ans, je crois, pour la plus âgée. C'est vrai que le critère de notre engagement, c'était de ne pas faire partie d'un parti politique, mais au niveau investissement, de ne pas faire partie d'une secte. C'était vraiment les critères, voilà. Et puis syndical aussi, pareil. Voilà. Et ça s'est bien ressenti parce que les débats étaient vraiment... ouais, tout le monde s'écoutait et tout le monde apportait des idées sans que l'autre à côté soit critique, et tout le monde... Chaque temps de parole était donné à chacun, personne ne se coupait la parole, et ça c'était vraiment super. Bien, merci beaucoup. Je vous propose qu'on réponde aux quelques questions qui sont déjà posées. Enfin, nous les avons devant nous, vous les avez devant vous. Vous répondez comme vous l'entendez. Je lis, mais tout le monde peut lire. Comment s'organise concrètement le débat parlementaire autour d'une question bioéthique ? Peut-être vous pouvez répondre en tant que parlementaire. Le parlementaire, il est libre. Il appartient parfois, c'est pas une obligation, à une formation politique, à un parti politique, mais il est libre. Il émet ses votes libres. Ça veut dire qu'il ne subit pas de pression de sa formation politique, en tout cas ça... et il peut voter différemment de ce que peut éventuellement se prévaloir la formation politique à laquelle il appartient. Moi j'ai des exemples nombreux.
dans ma vie de parlementaire où je n'ai pas voté comme certains de mes collègues qui sont dans la même formation politique que moi, parce que c'est ma conscience, c'est mon vote personnel, individuel, que j'ai émis. Alors comment s'organise le débat parlementaire sur les questions de bioéthique? Un projet de loi donc, qui émane du gouvernement ou une proposition de loi qui émane d'un parlementaire, elle est d'abord étudiée dans le cadre des commissions. Il y a 8 commissions permanentes à l'Assemblée nationale. Pour ma part, j'appartiens à celle des affaires économiques. Il y a la commission des lois, commission culturelle, enfin 8 commissions. Et donc ce travail préalable permet déjà aux parlementaires qui le souhaitent, ceux qui sont dans la commission, mais tous les autres qui le souhaitent aussi, de pouvoir intégrer cette commission et d'émettre déjà, bien sûr, des discussions, mais des amendements sur le texte qui est proposé. Ensuite, le texte passe en séance plénière. Et là, c'est l'ensemble des députés qui participent effectivement à l'amendement, à l'examen du texte. Et le texte, une fois qu'il a été voté donc dans une des 2 chambres, passe dans l'autre chambre, sachant que pour qu'il soit réputé adopté, il faut qu'il soit adopté dans les mêmes termes. Sinon, c'est la lecture de l'Assemblée nationale qui prévaut. Sur la question bioéthique, elle s'inscrit dans une démarche beaucoup plus, fournie en matière de préparation, puisqu'on a la possibilité de créer des missions, des groupes de travail. Et là, au Parlement actuellement, à l'Assemblée nationale, on a des groupes de travail sur justement toute la réflexion autour de la bioéthique, autour de la fin de vie également, qui est un sujet aussi qui est très, très important dans notre société. Et donc, on peut adhérer. Pour ma part, je suis vice-président du groupe de réflexion sur la fin de vie. Et donc, on a là la possibilité d'accueillir, d'écouter des experts, des représentants des concitoyens, des associations, des sachants, comme je dis, des experts qui viennent nous donner leur point de vue. Et puis après, ça permet d'enrichir notre réflexion et de mieux préparer les débats à venir. Oui, je rejoins effectivement. Il y a une mission d'information parlementaire qui est en cours à l'Assemblée nationale et qui a déjà procédé à plus de 150 auditions, je crois, me souvenir. Alors, j'en fais pas partie, puisque une mission d'information, nécessairement, c'est restreint, et on retombe sur les difficultés, c'est de participer à vraiment une mission d'information à 577, c'est compliqué, parce que pour poser 577 questions, en imaginant que chaque député pose une question, on est à 577 questions, vous imaginez le temps qu'on y passerait, donc c'est une mission d'information restreinte. Il y a le rôle de l'OPEXT aussi, donc l'Office parlementaire d'évaluation des choix techniques et scientifiques, donc qui rendra son avis sur celui que vous avez rendu. Je reviens effectivement sur... donc il y a les missions d'information effectivement qui reçoivent des experts, et puis moi personnellement en circonscription, je suis beaucoup sollicitée. J'ai déjà reçu pas mal d'associations locales ou à dimension nationale, et même reçu des courriers de citoyens qui ont eu envie de me faire part de leur expérience personnelle, de leur point de vue sur la question. Les médias, vous parliez des médias tout à l'heure, il y a certains médias qui font effectivement, qui apportent une lumière particulière et assez objective. Parfois c'est livré de manière assez brute. Je pense à la chaîne parlementaire. chacun peut... Voilà, pas forcément la chaîne qu'on regarde en premier quand on rentre du travail le soir et qu'on a surtout envie de se divertir, mais la chaîne parlementaire, par exemple, passait l'autre jour le documentaire réalisé sur Anne Baer, par exemple, qui apporte un éclairage brut. Chacun ensuite se fait son opinion. Donc c'est autant, si vous voulez, de sources d'informations qui nous permettent ensuite de pouvoir avoir ce débat parlementaire avec les travaux en commission et ensuite en séance plénière. Pour répondre à la deuxième question aussi,
revenir un petit peu sur ce qui a été dit, l'appartenance politique influence-t-elle le positionnement ? Effectivement, il n'y a pas de mandat impératif, c'est-à-dire que le parlementaire, on lui fait confiance on a confiance dans son jugement et dans la prise en compte de différents avis. Après, il est évident qu'en fonction de l'appartenance politique, on sait que l'appartenance politique marque, c'est un marqueur sur les questions sociétales. On peut en sortir, mais traditionnellement, on va dire que la droite, c'est plutôt conservatrice, et la gauche est plutôt progressiste sur les questions sociétales. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que tous ceux qui appartiennent à un mouvement de droite seront conservateurs et que tous ceux qui appartiennent à un mouvement de gauche seront progressistes. Chacun a la liberté de penser sur des sujets aussi intimes que ceux-ci. Je vous repasse la parole tout de suite à vous entendre. Je trouve que l'exercice est quand même compliqué, quoi. C'est compliqué d'être un parlementaire. Il vous faut donc, enfin sur ces questions-là j'entends, il vous faut donc faire la part des choses, ou tenter de faire la part des choses entre quelque chose qui serait de l'ordre d'une position personnelle et d'une position qui est le fruit des citoyens dont vous êtes les représentants en quelque sorte. Il vous faire la part des choses entre une opinion personnelle et un intérêt collectif. Je pense en particulier à des débats que j'ai déjà eu peut-être avec les uns ou les autres sur des questions relatives à la fin de vie, où on voit bien qu'à titre individuel, on peut avoir une position autour, par exemple, de l'assistance au suicide ou de l'euthanasie, et puis de voir, comme on l'a défendu dans un récent avis du Comité consultatif national d'éthique, qu'il faut avoir une vision sociétale. En parlant du suicide, par exemple, j'ai défendu l'idée que si à titre individuel on pouvait trouver cette notion de l'assistance au suicide comme intéressante, prendre en compte le fait que nous sommes dans un pays autour des personnes âgées où on ne peut pas ignorer le fait que les personnes âgées se suicident massivement dans notre pays et qu'elles se suicident parce qu'elles ont le sentiment de ne pas d'avoir un... Alors qu'à titre personnel, on aimerait peut-être plutôt pousser une position. À titre collectif, on se dote d'une politique d'accompagnement des gens les plus vulnérables, par exemple, avant de pouvoir faire passer une position singulière. Je trouve que c'est... Et puis, quoi qu'il en soit, vous avez raison, il n'y a pas d'influence du champ politique dans lequel vous êtes. Il y en a une, de toute façon. Et quand je dis ça, c'est pas un jugement. Enfin, c'est pas de cet ordre-là. Quoique, parfois on peut être agacé de là où on se situe, de voir l'empressement que certains parlementaires ont à se positionner. En plein débat, en plein état général de la bioéthique, alors que nous sortions d'une discussion avec le président de la République d'ailleurs sur la valeur du débat public sur les questions de fin de vie, certains parlementaires ont pris une position en plein milieu du débat alors que l'on attendait qu'ils attendent, ou que l'on aurait attendu qu'ils attendent. Mais en même temps, quand je dis cela, n'y voyez pas quelque chose de l'ordre du jugement. Je ne vois pas au nom de quoi un parlementaire ne s'exprimerait pas non plus. Je veux dire par là que c'est compliqué cet exercice-là. C'est pas de l'ordre du blanc-noir, positif, négatif, si seulement les choses pouvaient se réduire à cela, mais n'empêche que les temps du débat ne croisent pas forcément les temps politiques. Et que la stratégie vient parfois nuire gravement au débat, me semble-t-il. J'essaie de rester dans les questions de nature éthique, mais je pense que je les dépasse en vous parlant comme ça. Je ne sais pas. Qu'en pensez-vous ? Oui, je pense au contraire, moi, que les États généraux qui ont anticipé donc l'élaboration du projet de loi, c'est la bonne méthode. On écoute déjà, on a effectivement le ressenti de la population. Avant d'écrire un texte qui, on peut l'imaginer, sera conforme à ce qui est ressorti de la synthèse des États généraux, et après le parlementaire intervient, le Parlement intervient. Je trouve qu'on est dans un processus qui est pour le coup logique. Après, qu'il y ait des initiatives individuelles qui aient fait que certains aient un peu parasité, ou en tout cas mélangé les temps, ça peut arriver. Ça peut arriver. Moi, je voudrais refaire une toute petite observation après le propos de ma collègue Fanette Charvier. Au risque de vous surprendre, peut-être que sur les questions de bioéthique, je pense que c'est là qu'il y a peut-être moins de marqueurs, contrairement à ce que vous disiez, entre les formations politiques.
Parce que on est dans l'intime, on est dans des choses profondes, individuelles, et qui fait que on peut être de gauche et, pour reprendre votre expression, être un peu plus conservateur sur certaines idées qui touchent, encore une fois, à l'humain. Et on peut être de droite et avoir des idées très progressistes. Et on a des collègues, vous le savez bien, chers collègues, on a des collègues qui sont, à cet égard, tout à fait révélateurs de ce que je viens de dire. Enfin, je voudrais revenir sur ce que vous disiez, Régis Aubry, il y a un instant, sur la difficulté qu'on peut ressentir parfois entre un vote qui, j'allais dire qu'au fond de soi-même, on voudrait d'une certaine façon, et finalement qu'on rend d'une autre, parce que y a d'autres considérants, rationnels d'ailleurs, qui interviennent. C'est pas dans le registre de la bioéthique, mais j'ai été amené en 2008 à émettre un vote comme parlementaire qui m'a profondément interpellé, parce que il y avait derrière l'homme qui était aussi concerné par ce scrutin. C'était tout simplement l'envoi de renforts militaires en Afghanistan. Et si ma conviction d'élu responsable, c'était bien de dire on doit tout faire pour effectivement aller défendre la liberté en Afghanistan, de s'opposer à l'obscurantisme, je me suis dit que si je votais donc oui pour le renfort, j'envoyais un de mes neveux dans la semaine qui suivait à Kaboul. Et mon choix s'est porté sur la responsabilité de l'homme public qui considérait qu'effectivement notre place était d'aller en Afghanistan. Pour vous dire, voilà, c'est à titre d'anecdote, mais pour vous dire parfois combien la conscience, parce que c'est finalement la conscience de l'élu s'impose dans les choix qu'il doit faire et qui, allez, je ne vais pas vous dire ça, mais si, finalement, qui parfois peut nous rendre malheureux. Monsieur Brugvin. Oui, je voulais répondre à la dernière question qui avait été, c'était à la compétence des élus, je crois que c'était été formulé comme ça. Effectivement, par rapport aux questions bioéthiques, je disais tout à l'heure que les élus, en règle générale, ils ont un niveau d'éducation plus élevé que la moyenne, mais enfin, ceci dit, ils ne peuvent pas répondre à toutes les questions, ne serait-ce que vous avez bien vu, la bioéthique, c'est immense le sujet. Donc c'est plus un problème, ils ont plus de légitimité élective que la compétence spécifique par rapport à, disons, à la moyenne des citoyens. Après, il y a des experts, mais c'est un autre problème. Et du coup, comme malgré tout, il faut qu'ils votent à un moment donné, eh ben, on peut considérer que c'est des fois un vote, on va dire, sans expertise réelle, ou alors on la délègue en fait à ses collègues qui sont dans la commission, eux qui ont bossé un peu plus spécifiquement dans la commission, par exemple bioéthique, et donc on va voter comme les autres. Mais de ce point de vue-là, alors voilà. D'où la limite aussi. Alors bon, ça rejoint un peu la question qui vient tout à l'heure. Est-ce qu'un comité de citoyens, donc au début non expert, ensuite formé, peut avoir une valeur contraignante? Moi j'aurais tendance à répondre rapidement non, puisque, enfin bon, ça se discute. Il y en a qui veulent, comme par exemple Testard sur les questions, qui est un généticien, voudrait que ça soit contraignant. Ça me paraît abusé dans la mesure où justement c'est une toute petite minorité qui décide, pour le coup qui n'est pas élue, qui décide pour la majorité. Donc, quitte à prendre le risque, autant laisser le parlementaire le faire. Parce qu'au moins, ils sont élus, même s'ils ne sont pas toujours plus compétents qu'un comité citoyen, sur un domaine, au moins, ils sont élus. Voilà. Et du coup, quand on se dispute la question de la bioéthique, surtout quand il y a des questions, des gros enjeux, enfin des enjeux, vous disiez qui rapport au sacré, que ce soit un sacré spirituel ou un sacré pour les athées, quand c'est vraiment essentiel, c'est là qu'à un moment donné se repose la question de la démocratie, et les différentes formes de démocratie. J'ai bien saisi que la question de la démocratie directe ne faisait pas l'unanimité parmi vous, et je comprends très bien, parce que c'est vrai que quand c'est un enjeu important, on peut faire un peu n'importe quoi avec la démocratie directe. Des fois, même, on peut même aller opposer de sa pensée uniquement pour contrer celui qui l'a proposé, donc il faut être très, très délicat. Par contre, à un moment donné, c'est comment dire, quand le sujet est vraiment important, et qu'on pense que c'est mûr, alors il faut mesurer, ça peut pas être, on ne peut pas dire par exemple, voilà, je vais voter pour ou contre les lois de la bioéthique, en général, ça n'a aucun sens, effectivement. Par contre, sur un sujet précis, par exemple, je vois que le Conseil consultatif national a formulé plusieurs propositions, mais j'en ai pris deux comme ça par hasard. Est-ce qu'il faut autoriser ou non pas les IRM par rapport au neuromarketing? Est-ce qu'il faut utiliser les IRM par rapport aux assurances? Parce que les enjeux, bon, je ne veux pas entrer dans les détails du truc, ou bien par exemple, est-ce qu'il faut protéger ou non les données médicales et génétiques par rapport justement aux assurances et aux entreprises? Ça c'est quand même précis, c'est pas un grand débat. Et bien là, sur un sujet comme ça, si en amont il y a eu des débats nationaux, s'il y a eu des débats
de la démocratie participative, si c'est ciblé, si c'est pas toutes les 5 minutes, parce que c'est vrai que sinon on va pas, ben si on considère aussi que c'est important, ben à ce moment-là, je pense que des référendums pourraient être utilisés de temps en temps. Voilà. Après, en prenant toutes ces conditions, sinon effectivement ça peut être très contre-productif. Peut-être je passe la parole à Françoise Didillon, puisque la question lui est adressée, il faut que vous y répondiez. Considérez-vous que le rapport du comité citoyen pourrait avoir une valeur contraignante, alors contraignante dans le sens que ça devrait obliger en quelque sorte le Parlement? Je pense que c'est le sens de la question qui est posée. Alors nous, on avait 2 missions. La première mission, c'était, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'assister aux 4 sessions. Ça, c'était obligatoire. Et la deuxième, c'était de donner un point de vue sur le processus de concertation et d'organisation des états généraux et des 2 thématiques qu'on a choisies. Et on a été informé dès le début, c'est-à-dire dès le premier week-end, que peut-être que dans le rapport qu'on allait donc donner, rien ne serait pris en compte au niveau du CCNE. Et ça, c'est vrai que c'était comme ça que ça s'est passé. Donc on savait peut-être que ça allait pas servir à rien, faut pas dire ça comme ça, mais peut-être que voilà, vous n'en tiendriez pas compte. Et donc je pense pas que ça a une valeur contraignante dans le débat parlementaire. Ah, que ça devrait? Ah, ben non, moi je pense que non. Non, je pense que non. Non. C'est discutable, comme tout ce qu'on dit ce matin. C'est discutable, c'est difficile. Ouais. Je trouve, pour avoir un peu suivi le travail, et pour avoir même en amont discuté de la place d'un comité citoyen, je n'ai pas d'opinion arrêtée sur cette question-là. Il y a une place, ça me semble une évidence. Je pense qu'on vous en a parlé, mais il y a probablement une place qui ne se limite pas au moment des états généraux de la bioéthique. Un des enjeux qu'on est en train de réfléchir au niveau national, au niveau du comité consultatif national d'éthique, c'est ça, un comité d'éthique citoyen. Mais qui, au fil des réflexions et des avis que l'on a, serait consulté, en quelque sorte. La question de la valeur contraignante d'un avis, qui, s'il est certes un avis d'un comité citoyen, n'est que l'avis d'un comité, c'est quelque chose. Comment on trouve, je vous donne mon opinion qui donc n'a pas beaucoup d'intérêt, mais comment on trouve un juste milieu entre lui donner une valeur et ne pas lui conférer une valeur absolue, parce que le risque serait que les parlementaires s'assoient sur ce qui a été discuté, ce qui ne sera pas le cas, mais ce qui a déjà été le cas dans le passé. Je me rappelle des précédents états généraux de la bioéthique en 2008-2009, où on a eu le sentiment un peu désagréable que ce qui avait été débattu n'a pas été pris en compte. Ce n'est pas un procès d'intention, je crois c'est une époque qui est un peu révolue, et j'espère que tout ceci sera un peu plus pris en compte, mais il y a plusieurs dimensions. D'une part, le Parlement ne peut pas s'arroger le monopole des questions de nature éthique. Je pense que je ne vous choque pas en disant cela. Je pense que le Parlement, il s'intéresse à la part des questions éthiques qui relèvent de la loi. Mais il y a une part beaucoup plus importante des questions éthiques qui, précisément, ne relèvent pas de la loi, mais relèvent du débat. Je ne sais pas si mon propos est clair, et ça n'est pas parce que ça relève du débat et pas de la loi que les parlementaires ne peuvent pas en débattre, me semble-t-il. Donc c'est compliqué, cette affaire-là. Heureusement, là encore, je vous regarde parce que je dis peut-être des bêtises, mais heureusement que tout ne relève pas de la loi, et heureusement que tout ce qui relève de l'éthique ne nécessite pas une référence à la loi. Si la loi, parce que l'éthique est finalement une question très individuelle, in fine. Et si la loi venait s'immiscer, se mettre dans la dimension presque privée que comporte la dimension éthique, elle deviendrait dangereuse. Ce n'est pas la vocation de la loi. La loi, elle met une limite à un moment donné qui va permettre ou favoriser la cohésion dans le cadre d'une société. C'est d'ailleurs pourquoi, probablement, la loi dans notre pays n'est pas la même que dans un pays voisin, qui n'a pas la même culture, la même histoire, le même rapport. Vous parliez de la dimension sacrée de la vie, eh bien cette dimension en tant que telle n'est pas vécue comme sacrée dans d'autres pays. Et il n'y a pas de raison que les autres aient tort et que nous ayons raison. C'est simplement que la richesse serait... J'ai fait partie du comité de bioéthique du Parlement européen. Je me rappelle des questions relatives à la fin de vie où j'étais assis entre un représentant du Vatican
et un représentant des Pays-Bas autour des questions de fin de vie. Il y a quand même l'impression que ça chauffait, là, que entre les deux, on avait deux visions totalement différentes, culturellement différentes, et culturellement, et comment dirais-je, justifiables si on essayait de se mettre du point de vue de celui qui parlait. C'est un des enjeux de la complexité de la vision des lois de bioéthique. Mais j'insiste sur cela, c'est-à-dire que je pense que l'apport d'un comité citoyen, l'apport des États généraux, dépasse le champ limité de la loi, mais n'exclut pas l'intérêt qu'on souhaite que le législateur ait pour des questions qui sortent du champ de la loi. Je ne suis peut-être pas clair dans mon propos. Mais... Par contre, je le disais tout à l'heure, je crois qu'il est éminemment, il est éminemment important quand même que la loi fixe un cadre. Et comme je le disais tout à l'heure, on est vers les champs de l'impossible quand même. Et quand on touche à la vie, à l'homme, je crois qu'il faut quand même pas accepter tout non plus. Et aujourd'hui, c'est en tout cas ce qui prévaut dans la législation française. Le don d'organes qui a été, par la loi Caillavet, organisé, mais là aussi de façon assez tardive, je crois que c'est 74 ou fin des années... ou 76, je crois. C'est bien sûr ce qui touche à la fin de vie, ce qui touche à l'expérimentation en médecine sur le corps, les molécules, à usage humain, etc. Je crois que c'est quand même du ressort de la loi. Pour le coup, on ne peut pas laisser faire tout et n'importe quoi, parce que justement, à la fois, la technologie avance tellement vite que il faut quand même contrôler un tout petit peu. Et c'est tout le rôle de la loi. C'est le rôle aussi, bien sûr, des instances, Comité national d'éthique et des autorités qui doivent, à un moment, dire là, on n'a pas le droit d'y aller. Je voulais simplement, effectivement, abonder dans ce sens. Les lois de bioéthique fixent des limites et des possibilités, et ces débats, que ce soit des débats parlementaires ou des débats citoyens, on voit bien qu'ils s'inscrivent dans un champ qui est beaucoup plus large, qui est un champ presque philosophique sur finalement qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort, qu'est-ce que la parentalité, qu'est-ce que la dignité humaine, et bien évidemment ça dépasse complètement le cadre de la loi, donc je vous rejoins entièrement. J'espère d'ailleurs qu'aucun parlementaire, mais aucun tout simplement, ne pourra un jour répondre aux questions que vous venez de soulever, c'est-à-dire qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort, tant que ça fait débat, il y a de l'espoir à avoir. Le jour où ça ne fait plus débat, ça commence à être dangereux, quoi. Mais pour autant, ça doit faire débat, et le débat doit exister pour lui-même, et pas pour la loi, mais pour le débat. C'est aussi une des fonctions, à mon avis, du Parlement, mais pas que du Parlement de ce point de vue-là. Alors, il y avait une question dans la salle. Vous avez un micro? Oui, super. Merci. Vous m'entendez là? Ça marche? Oui, très bien. Merci. Donc, je pense que j'inaugure les questions de la salle. Oui, allez-y. D'accord. Elles ont commencé par celle qui nous était transmise. D'accord. Donc, je m'appelle Stéphane Astier, je suis président d'un comité d'éthique à côté de l'EPEL. Et donc, je voudrais revenir un peu sur l'ensemble de ce qui a été dit ce matin, on va essayer d'être assez bref. Il me semble qu'il y a une quatrième forme de... Alors, je recommence? Non, c'est vrai. Okay. Il me semble qu'il y a une quatrième forme de démocratie que je pourrais ajouter aux trois formes qu'a décrites M. Boulevin, c'est la démocratie inefficace. Démocratie inefficace. Au fond, on a l'idée que la démocratie, c'est quand même la volonté du peuple, l'expression de la volonté du peuple. Et ce qui fait la crise aujourd'hui de la démocratie, c'est que le peuple, me semble-t-il, ne se retrouve pas, ou a l'impression d'ailleurs que sa volonté n'est pas exprimée. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir que le mot peuple n'a jamais été évoqué à propos de la démocratie. On a toujours parlé des citoyens. Alors, je sais bien que le peuple aujourd'hui, c'est un peu difficile à en parler, puisque derrière il y a tout le populisme. Mais malgré tout, il me semble que cette notion de peuple, elle doit aussi faire intervenir dans nos débats. Alors, je dis que c'est une démocratie inefficace parce que la volonté du peuple n'est pas entendue. Et je me demande, alors là, je vais vraiment mettre les pieds dans le plat,
je me demande si la réflexion éthique ne contribue pas à l'inefficacité de la... On censure immédiatement. Non, ça marche pas, pardon, excusez-moi. Parce que je ne suis pas d'accord avec la définition que donne Régis Aubry de l'éthique. Il nous dit que c'est essentiellement une question, un questionnement sur des questionnements. Et moi, je pense que l'éthique, ça concerne aussi, et peut-être d'abord, l'action. Je rappelle que éthique, ça vient du grec ethos, qui désigne la manière d'être, la manière de vivre. Et donc, une éthique doit, à mon sens, ne peut pas, à mon sens, faire l'économie d'un débouché sur l'action. On ne peut pas constamment se dire, on a bien réfléchi, on est content, on a débattu, et même, comme le disait Armand Durand, maintenant on va débattre sur le débat. Alors on peut débattre sur le débat, du débat, etc., mais au bout du compte, rien ne change. Moi, ça fait maintenant presque 10 ans que je me suis engagé dans le monde de l'éthique, et je vois que les choses ne bougent pas. Alors, peut-être que justement, à trop vouloir multiplier les avis, multiplier les commissions, quand Régis Aubry, tout à l'heure, nous a fait énoncer tous les comités, toutes les commissions par lesquelles il fallait passer, bien que ce soit la démocratie participative, je me dis que ça rajoute à chaque fois des couches et des couches de lieux de discussion, mais au final, je ne vois pas trop apparaître les résultats concrets dans l'action. Donc, il y a une espèce de sentiment que dans ce monde éthique, on est dans un drôle de monde, justement. Je me demande dans quel monde je suis quand je suis dans ce monde éthique. Parce que, précisément, je ne vois pas les résultats, je ne vois pas la modification que toutes ces discussions finissent par apporter. Alors, je me disais, puisque avant d'être retraité, j'étais professeur de philosophie, je pensais à une phrase de Marx qui disait « Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, il s'agirait de le transformer ». Je crois qu'on pourrait dire aujourd'hui les éthiciens ne font qu'interpréter le monde. Il ne s'agit pas vraiment de le transformer. Ça, c'est vraiment la critique radicale que je ferai. Je vais jusqu'au bout de ma logique, j'insiste, peut-être que je suis un peu trop excessif. Et donc, le problème, évidemment, ça peut être très bien de débattre, de discuter, de rajouter des comités à des comités, de continuer à discuter. Mais le problème, c'est quand est-ce qu'on va prendre des décisions? Parce que, évidemment, dans ce monde de la pure discussion, de la discussion pure, on a quand même une responsabilité par rapport, on l'a fait plusieurs fois, par rapport à ceux qui vont vraiment décider. Madame disait, moi je pense que le comité d'éthique finalement n'a pas à être contraignant pour les députés. C'est vraiment l'illustration parfaite de ce que je suis en train de dire. On discute, mais ça n'a pas d'importance, ça ne débouchera pas sur quelque chose. Donc, ceux qui prennent la décision, ce sont les parlementaires, ce sont les politiques. Et les politiques, me semble-t-il, et ça fait longtemps que je le pense, pour ne pas avoir à décider de ces questions éminemment problématiques, ils disent on va faire un débat éthique. Et conclusion de et donc finalement on ne peut pas décider. Le problème, évidemment, c'est que dans la vie concrète des gens, dans l'éthos des gens, il y a une loi qui s'applique. Et il y a une loi qui est là et qui fait office de règlement pour, je prends l'exemple de la fin de vie. On dit sur la fin de vie, non, il y a des tas d'avis, c'est très compliqué, il n'y a pas de consensus, etc. Donc éthiquement, on se pose des questions, on va continuer à se poser des questions. Oui, sauf qu'il y a une loi. Il y a une loi qui interdit le suicide assisté. Et il y a des gens qui souffrent justement du fait qu'on les empêche de pouvoir donner à leur vie la fin qu'ils auraient choisie. Alors, là, il y a une espèce d'imposture, c'est-à-dire que le questionnement éthique, finalement, entérine un statu quo qui a une action sur certaines personnes qui subissent des lois qui, elles, sont bien réelles et qui ne sont pas, pour l'instant, susceptibles d'être transformées. Parce que, précisément, le débat éthique est peut-être, à l'encontre sans doute de ses intentions, est peut-être simplement une manière de maintenir un statu quo et de permettre aux politiques de se défausser en disant écoutez, on ne peut pas décider parce qu'on n'est pas d'accord. Moi, il me semble que le courage politique, c'est précisément, à un moment donné, de prendre une décision qui va dans le sens de l'histoire, enfin si on peut appeler ça comme ça, ça existe encore aujourd'hui, et de ne pas simplement se contenter de gérer les affaires telles qu'elles sont aujourd'hui. Donc voilà, moi la démocratie
La démocratie que je voudrais, c'est une démocratie où véritablement les enjeux éthiques, hein, puisque c'est de ça dont il est question, et une traduction législative, concrète, effective. Merci, je crois que le micro n'accepte que les questions courtes finalement. Il s'arrête avant que vous n'ayez fini. Merci aussi d'accepter de souffrir depuis des années, alors du coup, hein, puisque je vous vois régulièrement poser la même question, donc c'est quelque chose qui vous avez un mérite incroyable à continuer à participer à nos réflexions et à nos débats qui n'ont pas de finalité du coup. Hein. Mais peut-être que la finalité du débat est intrinsèque aussi. Hein. Je suis en désaccord avec vous, vous le savez, on en a déjà discuté tous les deux, hein, mais je pense que débattre n'est pas inutile, ne me faisait pas un professeur de philosophie, je vais dire le contraire, et que la finalité du débat n'est pas forcément l'action. Mais c'est quelque chose qu'on peut discuter, mais je vais plutôt passer la parole à nos invités sur cette question précise. Peut-être nos parlementaires, puis M. Brugin, ce serait intéressant que vous ayez un retour. Oui, alors moi je voulais simplement peut-être redire que les débats préliminaires sont extrêmement importants et qu'en tant que parlementaire, choisir de faire évoluer une législation ou choisir de ne pas la faire évoluer, c'est une action. Il y a un moment, en tout cas c'est une décision. Et choisir de ne pas faire évoluer un procédé, une législation, pour tout un tas de raisons, c'est une action. Alors, qui ne va pas dans le sens que vous souhaiteriez, mais c'en est une. Vous preniez l'exemple du suicide assisté. Je vous rejoins d'un certain côté quand vous dites qu'il faudrait finalement pouvoir donner la liberté de choix, une liberté peut-être plus importante de choix à chacun, dans le sens où chacun est maître de sa propre vie et donc devrait sans doute être maître de sa propre mort. Idéologiquement, c'est la conviction que moi, je peux adopter. En revanche, la liberté individuelle, elle ne doit pas causer de tort à un tiers. Alors, je vais m'expliquer un peu plus longuement, c'est que vous avez ce qu'on appelle, pour l'IVG, une clause de conscience. C'est-à-dire que les médecins, eh bien, eux aussi sont libres de pratiquer des IVG ou pas. Et donc, si on ouvrait la question, la possibilité du suicide assisté, il y aurait aussi une clause de conscience à faire valoir par les médecins, parce qu'on comprend bien qu'on ne peut pas obliger un médecin à donner la mort. D'ailleurs, c'est des arguments qui sont régulièrement avancés, c'est qu'un médecin va vous expliquer qu'il est là pour soigner, qu'il est là pour préserver la vie, et qu'il n'est pas là pour donner la mort. Et pas tous. Moi, quand même, dans ce que je peux avoir comme retour, en tout cas d'un certain nombre de médecins, je crains couvrir aujourd'hui, alors ma décision n'est pas complètement arrêtée, hein, je le précise, mais c'est quelque chose que je mets en balance, c'est-à-dire que si on ouvre demain la possibilité d'un suicide assisté, est-ce qu'on aura suffisamment de médecins qui ne feront pas jouer leur clause de conscience pour pouvoir réaliser des suicides assistés, suffisamment de médecins pour que finalement ce droit qu'on ouvre par la législation soit un droit effectif. Et je rappelle que sur l'IVG, qui semble pourtant, qui est installé dans le paysage législatif français, que c'est un droit qu'on défend beaucoup, on a eu certaines problématiques dans certains établissements de santé dans lesquels la totalité des médecins faisaient jouer leur clause de conscience. Et temporairement, l'accès à l'IVG sur ce territoire, en tout cas, n'était plus possible parce que on n'avait plus de médecins disponibles qui étaient d'accord pour pratiquer ce type d'acte. Donc, on peut être d'accord sur un principe. Le principe, il faut le confronter aussi à la réalité. Et c'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais on peut être d'accord idéologiquement avec tout un tas de choses, mais il faut bien essayer d'évaluer si la société tout entière est prête à aller dans la même direction. Et l'effectivité d'un droit qu'on ouvrirait dans une législation me semble très important, sinon c'est de l'affichage. Voilà. Monsieur Delade, rapidement si vous voulez, et puis je demanderai à Monsieur Brugin peut-être de conclure, parce que malheureusement notre temps imparti s'est arrêté, je ne peux pas prendre toutes les autres questions, c'est ça?
Une démocratie qui n'accepte pas le débat, ça s'appelle une démocrature. Voilà. Ça veut dire que c'est une dictature, c'est-à-dire que voilà, on impose... Non, mais je veux dire, il y aurait un vrai risque si une démocratie n'était plus capable d'organiser un débat et au plus haut niveau, avec l'ensemble de son peuple, et vous avez raison, il ne faut pas avoir peur de ce mot. Eh bien, effectivement, on tomberait dans le totalitarisme. Je ne crois pas que ça soit dans notre culture. Vous avez dit quelque chose de tout à fait intéressant sur la loi de fin de vie. En fait, pensez que le débat n'a pas abouti à une décision. Si, il a abouti à une décision, l'unanimité, le consensus, vous évoquiez, le consensus du Parlement sur la loi Claes-Leonetti, qui d'ailleurs est transcourant, puisque les deux parlementaires qui portent le nom, qui ont été à l'origine de cette loi, sont pour l'un de droite, pour l'autre de gauche. Vous voyez qu'on rejoint l'idée tout à l'heure, comme quoi on peut aussi, sur ces sujets fondamentaux, avoir des positions qui transcendent les partis politiques. Donc, unanimité. Unanimité pour effectivement faire en sorte que la fin de vie puisse être traitée de façon digne et permettre aux personnes de pouvoir s'éteindre sans avoir recours au suicide assisté, qui, bien que ce soit la sollicitation, la demande d'une partie de nos concitoyens, n'est pas apparue acceptable pour les parlementaires, justement parce qu'elle ne faisait pas l'objet d'un consensus. Et là, je trouve que c'est quand même intéressant de voir que sur des sujets aussi sensibles, les parlementaires, en conscience, en responsabilité, cherchent à trouver un consensus, parce qu'on sait qu'on ne peut pas faire la loi qui soit contre les uns et pour d'autres. Monsieur Boudin, je pense quand même qu'il faudrait qu'on essaie d'aller un peu plus dans le sens de la question qui était posée, c'est-à-dire est-ce qu'on peut évoluer vers une dimension plus proactive, en quelque sorte, d'une éthique qui serait plus efficiente que purement réflexive. C'est quand même la question que vous posez. Qu'en pensez-vous, monsieur Ruggevin? Pour essayer d'y répondre, vous ajoutiez un quatrième système de démocratie aux trois que j'avais évoqués, c'est la démocratie inefficace. Je pense qu'en fait, de mon point de vue, c'est pas utile de le rajouter, parce qu'en fait, les trois types ont aussi leurs inconvénients, j'avais cité, leurs inefficacités. Donc elles sont toutes les trois en partie inefficaces d'une certaine façon. Une des parties de l'inefficacité, parfois, en tout cas, c'est leur manque de capacité à décider, mais en particulier la démocratie participative. C'est celle qui est plus fragile de ce point de vue-là. Donc, vous l'avez évoqué, effectivement, la question qui se pose, c'est éthique. L'éthique, c'est bien, on en parle, mais après, il faut agir. Mais en fait, l'action, en règle générale, c'est la décision. Et les deux systèmes, parmi les trois systèmes de démocratie que j'ai évoqués, les deux qui permettent de décider, c'est la démocratie représentative, la démocratie directe. Les autres, elles n'ont pas légitimité à décider. Pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, je ne reviens pas dessus, et donc voilà. Mais alors du coup, c'est pas pour autant, c'est tout le débat, l'intérêt du débat, c'est pas pour autant que c'est inutile, parce que dans la démocratie, il y a au moins deux dimensions, la dimension décisionnelle et la dimension délibérative, la discussion, la réflexion, etc. Donc c'est en ce sens-là que, et justement, les députés, le gouvernement s'appuie sur ce qu'il entend, c'est ça la démocratie communicationnelle dont parlait Habermas, c'est justement la diffusion des idées, en fonction des rapports de force, des grèves, etc. Bon, ça dépend des sujets. Sur la bioéthique, il y a rarement des grèves, mais voilà, en fonction de tous ces rapports de force idéologiques, ils prennent des décisions. D'ailleurs, et ils ont aussi intérêt, parce que sinon, ils ne seront pas forcément réélus. Donc, c'est pas seulement pour les idées, c'est aussi pour leur intérêt, disons, de parlementaires ou d'élus. Donc voilà, donc par rapport à ça, du coup, par rapport à cette démocratie, il faut, d'une part, débattre, après il faut décider, et je vous rejoins, si ça n'a pas été voté par les parlementaires, c'est aussi qu'ils considèrent que c'est pas suffisamment mûr, en tout cas du point de vue de leur idéologie. Chacun a la sienne, mais en tout cas ceux qui sont... Voilà, chacun peut le faire. Donc, voilà. Et puis une fois quand c'est vraiment mûr, etc., voilà, c'est juste pour terminer par rapport à ça. Je pense qu'en ce sens-là, même si je suis assez un ardent défenseur de la démocratie, je suis pas trop choqué malgré tout par le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'actions qui sont mises derrière, mais quand même quelques-unes, puisqu'en fait ça correspond un peu à ça. C'est le résultat du consensus général, je dirais,
consensus général de ce qui est mûr aujourd'hui. Si vraiment on voulait changer les choses, au moment des élections, on voterait pour d'autres partis plus radicaux au niveau culturel. D'ailleurs, ça va peut-être arriver, parce que de plus en plus, la tension monte. Et puis, les choses changeraient. Mais pour l'instant, les gens votent pour des gens qui leur conviennent plus ou moins. En tout cas, c'est les moins pires de ce qu'ils proposaient. En tout cas, juste pour compléter quand même votre réponse, essayez non pas de répondre, encore une fois, à la question que vous posez. Au sein même du comité consultatif national d'éthique, il y a une tension entre ceux qui pensent que la mission d'un comité consultatif national d'éthique, c'est de produire des recommandations ou des orientations qui seraient une préfiguration d'une action, en quelque sorte, et ceux qui pensent que la mission se limite, ou en tout cas, c'est pas une limite, mais est d'éclairer la réalité complexe afin que les décideurs puissent fonder leur propre position. Cette tension, elle existe. Moi, je fais plutôt partie, comme vous l'avez dit, de ceux qui pensent que notre mission est d'éclairer, d'apporter un éclairage sur la réalité complexe, sur les nuances qui sont parfois l'essentiel, et pas les nuances, et que finalement, il n'appartient pas, mais dans l'acception qui est la mienne et d'une partie des membres du CCNE, il n'appartient pas d'avoir trop d'orientation. L'avis 129 a été très critiqué pour les orientations qu'il prend. On s'est même demandé si c'était pertinent de l'appeler avis. Et ça va faire débat, puisqu'on a un séminaire très prochainement autour de tout ça, parce que du coup, il oriente en quelque sorte l'action qui suit, au lieu d'éclairer celui qui a orienté l'action, etc. Mais c'est le révélateur, cet avis 129, d'une tension qui existe au sein du comité consultatif national d'éthique. Et donc votre question, elle est plus que d'actualité, me semble-t-il. Mais je prétendrai pas que la réponse est d'un côté ou de l'autre. En tout cas, la démocratie est faite aussi de ces tensions qui existent au sein même des instances qui sont là et pour réfléchir et pour décider. Juste pour terminer, moi je suis peut-être toujours un peu radical, mais pour le coup, entre ces deux instances, entre les deux orientations que vous citez, pour ma position elle est assez directe. Je rejoins la vôtre au sens, si on décidait à l'inverse, on décidait, ok, puisqu'on en a marre de ne pas avancer, on va proposer à ce que les plus grands spécialistes, les plus grands experts, on leur confie la mission, ils vont décider et les parlementaires voteront. Imaginons que ça n'aille pas dans votre direction, pour le coup, ça serait effectivement une dictature, parce que quand on se trompe, si c'est la majorité, si c'est un référendum qui se trompe, au moins c'est les citoyens qui sont trompés, mais alors si c'est des experts qui peuvent être d'ailleurs financés des fois par des lobbies, en l'occurrence, ça devient vraiment dangereux. Donc en l'occurrence, si les parlementaires se trompent, c'est gênant aussi quand même, mais au moins ils ont été élus par une majorité. Donc en fait, il faut choisir entre trois dangers d'ignorance. En gros, l'ignorance des soi-disant experts, l'ignorance du peuple ou l'ignorance des parlementaires. Voilà, donc la moins pire finalement, c'est pas celle des... la plus dangereuse, c'est celle des experts, paradoxalement. Oui, alors on en débattra cet après-midi, parce que les experts dangereux, on a invité, je crois, Didier Sicard, qui nous rejoint tout à l'heure, à venir nous éclairer aussi sur cette question-là. Expert dangereux entre guillemets, mais ça n'est pas parce qu'on est expert qu'on est savant, ça n'est pas parce qu'on est expert qu'on est lucide, et c'est même parfois l'inverse. Donc on en discutera cet après-midi. Je pense qu'il y a un principe de précaution à avoir des instances éthiques. Et je pense que dans ce principe de précaution, de l'usage qui pourrait être fait de la pensée ou de l'orientation de la pensée, ces structures ont une place extrêmement importante dans nos démocraties. Mais effectivement, ça peut être discuté et les orientations peuvent être plus ou moins infléchies. Pour l'instant, en tout cas, effectivement, on n'est pas des forces de proposition. Ce que vous pointez, voire vous déplorez. Et dans une démocratie, vous avez le droit de ne pas être d'accord, me semble-t-il, avec cela. Mais ça se discute, comme vous le demandiez, et je pense que, effectivement, c'était le sens de l'interpellation. Je crois qu'il faut qu'on se garde de la caricature autour d'une réponse à la question que vous posez. Bref, je vous propose que nous nous arrêtions là pour aller déjeuner. Je vous remercie beaucoup d'avoir donné de votre temps, et merci aux parlementaires valeureux qui sont venus participer.
belle heure, bonne heure.